Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je suis un peu triste parce que je crois que c'est bien la dernière lecture du Château des Carpates de Jules Verne. Voilà. Oui, j'ai eu un trou. Et c'est comme dire au revoir à un ami. Pour moi, c'est compliqué. C'est pas dire au revoir, c'est dire adieu. Même si c'est faux. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que je suis pas sereine. Et je le sens vraiment, vraiment aujourd'hui. Je crois que je vais devoir arrêter la lecture pour mon bien. Mais en même temps, la lecture, c'est ce qui me... Justement, j'ai de nombreux amis. Pour moi, les livres sont un peu des amis. Des amitiés en tout cas, si ce n'est pas des amis. J'y trouve de l'humanité. Et c'est un grand appui parfois. Voilà. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais bon, j'arrête de parler de moi. À la fin, je chanterai deux chansons. Je viens de penser à une autre chanson pour dire au revoir. Voilà. Mais je ne suis pas certaine parce que je suis pas sûre d'avoir l'air en tête. Nous verrons bien. En attendant, j'en suis donc au chapitre 16 du Château des Carpates. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Le désastre était imminent. Franz ne pouvait le prévenir qu'en mettant le baron de Gortz hors d'état d'exécuter son projet. Il était alors 11 heures du soir. Ne craignant plus d'être découvert, Franz reprit son travail. Les briques de la paroi se détachaient assez facilement, mais son épaisseur était telle qu'une demi-heure s'écoula avant que l'ouverture fût assez large pour lui livrer passage. Dès que Franz eut mis pied à l'intérieur de cette chapelle ouverte à tous les vents, il se sentit ranimé par l'air du dehors. À travers les déchirures de la nef et l'embrasure des fenêtres, le ciel laissait voir de légers nuages chassés par la brise. Çà et là apparaissaient quelques étoiles que faisait pâlir l'éclat de la lune montant sur l'horizon. Il s'agissait de trouver la porte qui s'ouvrait au fond de la chapelle et par laquelle le baron de Gortz et Orphanik étaient sortis. C'est pourquoi, ayant traversé la nef obliquement, Franz s'avança-t-il vers le chevet. En cette partie très obscure où ne pénétraient pas les rayons lunaires, son pied se heurtait à des débris de tombes et aux fragments détachés de la voûte. Enfin, à l'extrémité du chevet, derrière le retable de l'autel, près d'une sombre encoignure, Franz sentit une porte vermoulue céder sous sa poussée. Cette porte s'ouvrait sur une galerie qui devait traverser l'enceinte. C'était par là que le baron de Gortz et Orphanik étaient entrés dans la chapelle et c'était par là qu'il venait d'en sortir. Dès que Franz fut dans la galerie, il se trouva de nouveau au milieu d'une complète obscurité. Après nombre de détours, sans avoir eu ni à monter ni à descendre, il était certain de s'être maintenu au niveau des cours intérieures.
Une demi-heure plus tard, l'obscurité parut être moins profonde. Une demi-clarté se glissait à travers quelques ouvertures latérales de la galerie. Franz put marcher plus rapidement et il déboucha dans une large casemate ménagée sous ce terre-plein du bastion qui flanquait l'angle gauche de la courtine. Cette casemate était percée d'étroites meurtrières par lesquelles pénétraient les rayons de la lune. À l'opposé, il y avait une porte ouverte. Le premier soin de Franz fut de se placer devant une des meurtrières afin de respirer cette fraîche brise de la nuit durant quelques secondes. Mais au moment où il allait se retirer, il crut apercevoir 2 ou 3 ombres qui se mouvaient à l'extrémité inférieure du plateau d'Orgal, éclairé jusqu'au sombre massif de la sapinière. Franz regarda. Quelques hommes allaient et venaient sur ce plateau, un peu en avant des arbres. Sans doute les agents de Karlsburg, ramenés par Rotzko, s'étaient-ils donc décidés à opérer de nuit dans l'espoir de surprendre les hôtes du château, ou attendaient-ils en cet endroit les premières lueurs de l'aube? Quel effort Franz dut faire sur lui-même pour retenir le cri prêt à lui échapper, pour ne pas appeler Rotzko qui aurait bien su entendre et reconnaître sa voix. Mais ce cri pouvait arriver jusqu'au donjon et, avant que les agents eussent escaladé l'enceinte, Rodolphe de Gortz aurait le temps de mettre son appareil en activité et de s'enfuir par le tunnel. Franz parvint à se maîtriser et s'éloigna de la meurtrière. Puis, la casemate traversée, il franchit la porte et continua de suivre la galerie. 500 pas plus loin, il arriva au seuil d'un escalier qui se déroulait dans l'épaisseur du mur. Était-il enfin au donjon qui se dressait au milieu de la place d'armes? Il avait lieu de le croire. Cependant, cet escalier ne devait pas être l'escalier principal qui accédait aux divers étages. Il ne se composait que d'une suite d'échelons circulaires disposés comme les filets d'une vis à l'intérieur d'une cage étroite et obscure. Franz monta sans bruit, écoutant, mais n'entendant rien, et, au bout d'une vingtaine de marches, il s'arrêta sur un palier. Là, une porte s'ouvrait attenant à la terrasse, dont le donjon était entouré à son premier étage. Franz se glissa le long de cette terrasse et, en prenant le soin de s'abriter derrière le parapet, il regarda dans la direction du plateau d'Orgal. Plusieurs hommes apparaissaient encore au bord de la sapinière, et rien n'indiquait qu'ils voulussent se rapprocher du bourg. Décidé à rejoindre le baron de Gortz avant qu'il se fût enfui par le tunnel du col, Franz contourna l'étage et arriva devant une autre porte où la vis de l'escalier reprenait sa révolution ascendante. Il mit le pied sur la première marche, appuya ses 2 mains aux parois et commença à monter. Toujours même silence. L'appartement du premier étage n'était point habité. Franz se hâta d'atteindre les paliers qui donnaient accès aux étages supérieurs. Lorsqu'il eut atteint le 3e palier, son pied ne rencontra plus de marche. Là se terminait l'escalier qui desservait l'appartement le plus élevé du donjon, celui que couronnait la plateforme crénelée où flottait autrefois l'étendard des barons de Gortz. La paroi, à gauche du palier, était percée d'une porte fermée en ce moment. À travers le trou de la serrure dont la clé était en dehors, filtrait un vif rayon de lumière. Franz écouta et ne perçut aucun bruit à l'intérieur de l'appartement.
En appliquant son œil à la serrure, il ne distingua que la partie gauche d'une chambre qui était très éclairée, la partie droite étant plongée dans l'ombre. Après avoir tourné la clé doucement, Franz poussa la porte qui s'ouvrit. Une salle spacieuse occupait tout cet étage supérieur du donjon. Sur ses murs circulaires s'appuyait une voûte à caissons dont les nervures, en se rejoignant au centre, se fondaient en un lourd pendentif. Des tentures épaisses, d'anciennes tapisseries à personnages recouvraient ses parois. Quelques vieux meubles, bahuts, dressoirs, fauteuils, escabeaux, la meublaient assez artistement. Aux fenêtres pendaient d'épais rideaux qui ne laissaient rien passer au dehors de la clarté intérieure. Sur le plancher se développait un tapis de haute laine sur lequel s'amortissaient les pas. L'arrangement de la salle était au moins bizarre et, en y pénétrant, Franz fut surtout frappé du contraste qu'elle offrait, suivant qu'elle était baignée d'ombre ou de lumière. À droite de la porte, le fond disparaissait au milieu d'une profonde obscurité. À gauche, au contraire, une estrade, dont la surface était drapée d'étoffes noires, recevait une puissante lumière due à quelque appareil de concentration, placé en avant, mais de manière à ne pouvoir être aperçu. À une dizaine de pieds de cette estrade, dont il était séparé par un écran à hauteur d'appui, se trouvait un antique fauteuil à long dossier que l'écran entourait d'une sorte de pénombre. Près du fauteuil, une petite table recouverte d'un tapis supportait une boîte rectangulaire. Cette boîte, longue de 12 à 15 pouces, large de 5 à 6, dont le couvercle incrusté de pierreries était relevé, contenait un cylindre métallique. Dès son entrée dans la salle, Franz s'aperçut que le fauteuil était occupé. Là, en effet, il y avait une personne qui gardait une complète immobilité, la tête renversée contre le dos du fauteuil, les paupières closes, le bras droit étendu sur la table, la main appuyée sur la partie antérieure de la boîte. C'était Rodolphe de Gortz. Était-ce donc pour s'abandonner au sommeil que le baron avait voulu passer cette dernière nuit à l'extrême étage du vieux donjon? Non, cela ne pouvait être, d'après ce que Franz lui avait entendu dire à Orphanik. Le baron de Gortz était seul dans cette chambre, d'ailleurs, et, conformément aux ordres qu'il avait reçus, il n'était pas douteux que son compagnon ne se fût déjà enfui par le tunnel. Et la Stilla? Rodolphe de Gortz n'avait-il pas dit aussi qu'il voulait l'entendre une dernière fois dans ce château des Carpates, avant qu'il n'eût été détruit par l'explosion? Et pour quelle autre raison aurait-il regagné cette salle où elle devait venir chaque soir l'enivrer de son chant? Où était donc la Stilla? Franz ne la voyait ni ne l'entendait. Après tout, qu'importait, maintenant que Rodolphe de Gortz était à la merci du jeune comte. Franz saurait bien le contraindre à parler, mais, étant donné l'état de surexcitation où il se trouvait, n'allait-il pas se jeter sur cet homme qu'il haïssait comme il en était haï, qui lui avait enlevé la Stilla, vivante et folle par lui, et le frapper? Franz vint se poster derrière le fauteuil. Il n'avait plus qu'un pas à faire pour saisir le baron de Gortz, et, le sang aux yeux, la tête perdue, il levait la main. Soudain, la Stilla apparut.
Franz laissa tomber son couteau sur le tapis. La Stilla était debout sur l'estrade, en pleine lumière. Sa chevelure dénouée, ses bras tendus, admirablement belle dans son costume blanc de l'Angelica d'Orlando, telle qu'elle s'était montrée sur le bastion du bourg. Ses yeux, fixés sur le jeune comte, le pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Il était impossible que Franz ne fût pas vu d'elle, et pourtant la Stilla ne faisait pas un geste pour l'appeler. Elle n'en trouverait pas les lèvres pour lui parler. Hélas, elle était folle. Franz allait s'élancer sur l'estrade pour la saisir entre ses bras, pour l'entraîner au dehors. La Stilla venait de commencer à chanter, sans quitter son fauteuil. Le baron de Gortz s'était penché vers elle. Au paroxysme de l'extase, le dilettante respirait cette voix comme un parfum. Il la buvait comme une liqueur divine. Tel il était autrefois aux représentations des théâtres d'Italie, tel il était alors au milieu de cette salle dans une solitude infinie, au sommet de ce donjon qui dominait la campagne transylvaine. Oui, la Stilla chantait. Elle chantait pour lui, rien que pour lui. C'était comme un souffle s'exhalant de ses lèvres qui semblait être immobile. Mais si la raison l'avait abandonnée, du moins son âme d'artiste lui était-elle restée tout entière. Franz, lui aussi, s'enivrait du charme de cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis 5 longues années. Il s'absorbait dans l'ardente contemplation de cette femme qu'il croyait ne jamais revoir et qui était là, vivante, comme si quelque miracle l'eût ressuscité à ses yeux. Et ce chant de la Stilla, n'était-ce pas entre tous celui qui devait faire vibrer plus vivement au cœur de Franz les cordes du souvenir? Oui, il avait reconnu le final de la tragique scène d'Orlando, ce final où l'âme de la cantatrice s'était brisée sur cette dernière phrase: Innamorata, mio cuore tremante, voglio morire. Franz la suivait note par note, cette phrase ineffable, et il se disait qu'elle ne serait pas interrompue, comme elle l'avait été sur le théâtre de San Carlo. Non, elle ne mourrait pas entre les lèvres de la Stilla, comme elle était morte à sa représentation d'adieu. Franz ne respirait plus. Toute sa vie était attachée à ce chant. Encore quelques mesures, et ce chant s'achèverait dans toute son incomparable pureté. Mais voici que la voix commence à faiblir. On dirait que la Stilla hésite en répétant ces mots d'une douleur poignante. Voglio morire. La Stilla va-t-elle tomber sur cette estrade comme elle est autrefois tombée sur la scène? Elle ne tombe pas, mais le chant s'arrête à la même mesure, à la même note qu'au théâtre de San Carlo. Elle pousse un cri, et c'est le même cri que Franz avait entendu ce soir-là. Et pourtant, la Stilla est toujours là, debout, immobile, avec son regard adoré, ce regard qui jette au jeune comte toutes les tendresses de son âme. Franz s'élance vers elle. Il veut l'emporter hors de cette salle, hors de ce château. À ce moment, il se rencontre face à face avec le baron, qui venait de se relever. Franz de Télek, s'écrie Rodolphe de Gortz. Franz de Télek, qui a pu s'échapper. Mais Franz ne lui répond même pas et se précipitant vers l'estrade. Stilla, ma chère Stilla, répète-t-il, toi que je retrouve ici vivante. Vivante. La Stilla vivante,
s'écrie le baron de Gortz. Et cette phrase ironique s'achève dans un éclat de rire où l'on sent tout l'emportement de la rage. Vivante, reprend Rodolphe de Gortz, c'est bien que Franz te délègue, essaie donc de me l'enlever. Franz a tendu les bras vers la Stilla, dont les yeux sont ardemment fixés sur lui. À ce moment, Rodolphe de Gortz se baisse, ramasse le couteau qui s'est échappé de la main de Franz, et il le dirige vers la Stilla immobile. Franz se précipite sur lui afin de détourner le coup qui menace la malheureuse folle. Il est trop tard, le couteau la frappe au cœur. Soudain, le bruit d'une glace qui se brise se fait entendre, et avec les 1000 éclats de verre dispersés à travers la salle, disparaît la Stilla. Franz est demeuré inerte. Il ne comprend plus. Est-ce qu'il est devenu fou, lui aussi? Et alors Rodolphe de Gortz de s'écrier: la Stilla échappe encore à Franz de Délègue, mais sa voix me reste. Sa voix est à moi seul. Il ne sera jamais à personne. Au moment où Franz va se jeter sur le baron de Gortz, ses forces l'abandonnent et il tombe sans connaissance au pied de l'estrade. Rodolphe de Gortz ne prend même pas garde au jeune comte. Il saisit la boîte déposée sur la table. Il se précipite hors de la salle. Il descend au premier étage du donjon. Puis, arrivé sur la terrasse, il la contourne et il allait gagner l'autre porte lorsqu'une détonation retentit. Rotzko, posté au rebord de la contrescarpe, venait de tirer sur le baron de Gortz. Le baron ne fut pas atteint, mais la balle de Rotzko fracassa la boîte qu'il serrait entre ses bras. Il poussa un cri terrible. « Sa voix, répétait-il. Son âme, l'âme de la Stilla, elle est brisée. Et alors, les cheveux hérissés, les mains crispées, on le fit courir le long de la terrasse, criant toujours « Sa voix, il m'en brisait, sa voix, qu'il soit maudit !» Puis, il disparut à travers la porte au moment où Rotzko et Nick-Deck cherchaient à escalader l'enceinte du bourg sans attendre l'escouade des agents de police. Presque aussitôt, une formidable explosion fit trembler tout le massif du Bleusard. Des gerbes de flammes s'élevèrent jusqu'aux nuages et une avalanche de pierres retomba sur la route du vulcan. Des bastions de la courtine, du donjon, de la chapelle, du château des Carpates. Il ne restait plus qu'une masse de ruines fumantes à la surface du plateau d'Orgal. Chapitre 17. On ne l'a point oublié. En se reportant à la conversation du baron et de Orphanik, l'explosion ne devait détruire le château qu'après le départ de Rodolphe de Gortz. Or, au moment où cette explosion s'était produite, il était impossible que le baron eût le temps de s'enfuir par le tunnel sur la route du col. Dans l'emportement de la douleur, dans la folie du désespoir, n'ayant plus conscience de ce qu'il faisait, Rodolphe de Gortz avait-il provoqué une catastrophe immédiate dont il devait avoir été la première victime? Après les incompréhensibles paroles qui lui étaient échappées, au moment où la balle de Rotzko venait de briser la boîte qui l'emportait, avait-il voulu s'ensevelir sous les ruines du bourg? En tout cas, il fut très heureux que les agents, surpris par le coup de fusil de Rotzko, se trouvassent encore à une certaine distance lorsque l'explosion ébranla le massif. C'est à peine si quelques-uns furent atteints par les débris qui tombèrent au pied du plateau d'Orgal. Seuls Rotzko et le forestier étaient alors au bas de la courtine. Et, en vérité, ce fut miracle qu'ils n'eussent pas été écrasés sous cette pluie de pierres.
L'explosion avait donc produit son effet lorsque Rotzko, Niktek et les agents parvinrent sans trop de peine à franchir l'enceinte en remontant le fossé qui avait été à demi comblé par le renversement des murailles. 50 pas au-delà de la courtine, un corps fut relevé au milieu des décombres à la base du donjon. C'était celui de Rodolphe de Gortz. Quelques anciens du pays, entre autres Maître Koltz, le reconnurent sans hésitation. Quant à Rotzko et à Niktek, ils ne songeaient qu'à retrouver le jeune comte, puisque Franz n'avait pas reparu dans les délais convenus entre son soldat et lui, c'est qu'il n'avait pu s'échapper du château. Mais Rotzko n'osait espérer qu'il eût survécu, qu'il ne fût pas une victime de la catastrophe. Aussi pleurait-il à grosses larmes et Niktek ne savait comment le calmer. Cependant, après une demi-heure de recherche, le jeune comte fut retrouvé au premier étage du donjon, sous un arc-boutement de la muraille qui l'avait empêché d'être écrasé. « Mon maître, mon pauvre maître, monsieur le comte !» Ce furent les premières paroles que prononcèrent Rotzko et Niktek lorsqu'ils se penchèrent sur Franz. Ils devaient le croire mort, il n'était qu'évanoui. Franz rouvrit les yeux, mais son regard sans fixité ne semblait ni reconnaître Rotzko, ni l'entendre. Niktek, qui avait soulevé le jeune comte dans ses bras, lui parla encore. Il ne fit aucune réponse. Ces derniers mots du chant de la stilla s'échappaient seuls de sa bouche. Innamorata, voglio morire. Franz de Télek était fou. Chapitre 18. Pardon. Personne, sans doute, puisque le jeune comte avait perdu la raison, n'aurait jamais eu l'explication des derniers phénomènes dont le château des Carpades avait été le théâtre, sans les révélations qui furent faites dans les circonstances que voici. Pendant 4 jours, Orphanik avait attendu, comme c'était convenu, que le baron de Gortz vînt le rejoindre à la bourgade de Bistritz. En ne le voyant pas reparaître, il s'était demandé s'il n'avait pas été victime de l'explosion. Poussé alors par la curiosité autant que par l'inquiétude, il avait quitté la bourgade, il avait repris la route de Werst et il était revenu rôder aux environs du bourg. Mal lui en prit, car les agents de la police ne tardèrent pas à s'emparer de sa personne sur les indications de Rotzko, qui le connaissait et de longue date. Une fois dans la capitale du comitat, en présence des magistrats devant lesquels il fut conduit, Orphanik ne fit aucune difficulté de répondre aux questions qui lui furent posées au cours de l'enquête ordonnée sur cette catastrophe. Nous avouerons même que la triste fin du baron Rodolphe de Gortz ne parut pas émouvoir autrement ce savant égoïste et maniaque, qui n'avait à cœur que ses inventions. En premier lieu, sur les demandes pressantes de Rotzko, Orphanik affirma que la stilla était morte et, ce sont les expressions mêmes dont il se servit, qu'elle était enterrée et bien enterrée depuis 5 ans dans le cimetière du Campo Santo Nuovo à Naples. Cette affirmation ne fut pas le moindre des étonnements que devait provoquer cette étrange aventure. En effet, si la stilla était morte, comment se faisait-il que Franz eût pu entendre sa voix dans la grande salle de l'auberge?
puis la voir apparaître sur le terre-plein du bastion, puis s'enivrer de son chant lorsqu'il était enfermé dans la crypte. Enfin, comment l'avait-il retrouvée vivante dans la chambre du donjon? Voici l'explication de ces divers phénomènes qui semblaient devoir être inexplicables. On se souvient de quel désespoir avait été saisi le baron de Gortz lorsque le bruit s'était répandu que la Stilla avait pris la résolution de quitter le théâtre pour devenir comtesse de Télèque. L'admirable talent de l'artiste, c'est-à-dire toutes ses satisfactions de dilettante, allaient lui manquer. Ce fut alors que Orphanique lui proposa de recueillir, au moyen d'appareils phonographiques, les principaux morceaux de son répertoire que la cantatrice se proposait de chanter à ses représentations d'adieu. Ces appareils étaient merveilleusement perfectionnés à cette époque, et Orphanique les avait rendus si parfaits que la voix humaine n'y subissait aucune altération, ni dans son charme, ni dans sa pureté. Le baron de Gortz accepta l'offre du physicien. Des phonographes furent installés successivement et secrètement au fond de la loge grillée pendant le dernier mois de la saison. C'est ainsi que se gravèrent sur leurs plaques cavatines, romances d'opéra ou de concert, entre autres, la mélodie de Stefano et cet air final d'Orlando qui fut interrompu par la mort de la Stilla. Voici en quelles conditions le baron de Gortz était venu s'enfermer au château des Carpates. Et là, chaque soir, il pouvait entendre les chants qui avaient été recueillis par ces admirables appareils. Et non seulement il entendait la Stilla, comme s'il eût été dans sa loge, mais, ce qui peut paraître absolument incompréhensible, il la voyait comme si elle eût été vivante devant ses yeux. C'était un simple artifice d'optique. On n'a pas oublié que le baron de Gortz avait acquis un magnifique portrait de la cantatrice. Ce portrait la représentait en pied avec son costume blanc de l'Angelica d'Orlando et sa magnifique chevelure dénouée. Or, au moyen de glaces inclinées suivant un certain angle calculé par Orphanique, lorsqu'un foyer puissant éclairait ce portrait placé devant un miroir, la Stilla apparaissait, par réflexion, aussi réelle que lorsqu'elle était pleine de vie et dans toute la splendeur de sa beauté. C'est grâce à cet appareil, transporté pendant la nuit sur le terre-plein du bastion, que Rodolphe de Gortz l'avait fait apparaître lorsqu'il avait voulu attirer Franz de Télèque. C'est grâce à ce même appareil que le jeune comte avait revu la Stilla dans la salle du donjon, tandis que son fanatique admirateur s'enivrait de sa voix et de ses chants. Tels sont, très sommaires, les renseignements que donna Orphanique d'une manière plus détaillée au cours de son interrogatoire. Et il faut le dire, c'est avec une fierté sans égale qu'il se déclara l'auteur de ces inventions géniales qu'il avait portées au plus haut degré de perfection. Cependant, si Orphanique avait matériellement expliqué ces divers phénomènes, plutôt ces trucs, pour employer le mot consacré, ce qu'il ne s'expliquait pas, c'est pourquoi le baron de Gortz, avant l'explosion, n'avait pas eu le temps de s'enfuir par le tunnel du col du volcan. Mais lorsqu'Orphanique eut appris qu'une balle avait brisé l'objet que Rodolphe de Gortz emportait entre ses bras, il comprit. Cet objet, c'était l'appareil phonographique qui renfermait le dernier chant de la Stilla. C'était celui que Rodolphe de Gortz avait voulu entendre une fois encore dans la salle du donjon, avant son effondrement. Or, cet appareil détruit, c'était la fille du baron de Gortz, détruite aussi, et, fou de désespoir, il avait voulu s'ensevelir sous les ruines du bourg. Le baron Rodolphe de Gortz a été inhumé dans le cimetière de Werst avec les honneurs dus à l'ancienne famille qui finissait en sa personne. Quant au jeune comte de Télèque,
Rotzko l'a fait transporter au château de Krajova, où il se consacre tout entier à soigner son maître. Orphanik lui a volontiers cédé les phonographes où sont recueillis les autres chants de la Stilla. Et lorsque Franz entend la voix de la grande artiste, il y prête une certaine attention. Il reprend sa lucidité d'autrefois. Il semble que son âme s'essaie à revivre dans les souvenirs de cet inoubliable passé. De fait, quelques mois plus tard, le jeune comte avait recouvré la raison, et c'est par lui qu'on a connu les détails de cette dernière nuit au château des Carpates. Disons maintenant que le mariage de la charmante Miriota et de Nikdek fut célébré dans la huitaine qui suivit la catastrophe, après que les fiancés eurent reçu la bénédiction du pape au village de Vulcan. Ils revinrent à Werst où maître Goltz leur avait réservé la plus belle chambre de sa maison. Mais de ce que ces divers phénomènes ont été mis au jour d'une façon naturelle, il ne faudrait pas s'imaginer que la jeune femme ne croit plus aux fantastiques apparitions du bourg. Nikdek a beau la raisonner, Jonas aussi, car il tient à ramener la clientèle au roi Mathias. Elle n'est point convaincue, pas plus d'ailleurs, que ne le sont maître Goltz, le berger Frick, le magister Hermod et les autres habitants de Werst. On comptera bien des années, vraisemblablement, avant que ces braves gens aient renoncé à leurs superstitieuses croyances. Toutefois, le docteur Patak, qui a repris ses fanfaronnades habituelles, ne cesse de répéter à qui veut l'entendre: « Eh bien, ne l'avais-je pas dit, des génies dans le bourg? Est-ce qu'il existe des génies ?» Mais personne ne l'écoute, et on le prie même de se taire lorsque ses railleries dépassent la mesure. Du reste, le magister Hermod n'a pas cessé de baser ses leçons sur l'étude des légendes transylvaines. Longtemps encore, la jeune génération du village de Werst croira que les esprits de l'autre monde hantent les ruines du château des Carpates. Et voilà, c'est la fin du château des Carpates. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vais quand même chanter une chanson, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je cherche l'air, pardon. Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais si peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes, tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sombre mon amour et mon désespoir. À leur chant est sourd, je perds la raison à chercher tes bras brûlants de passion. Viens, embrasse-moi, de tes grands yeux noirs, l'étrange lumière a nimbé le soir de tous les mystères. Je suis fou de toi, ma belle aux yeux noirs, même si je ne sais pas où va notre histoire. C'est pour ma passion, les yeux noirs, que j'ai fait cette chanson. Oh, Tchétchénie. Django Reinhardt. Mais c'est une... on la retrouve avant cette chanson, malgré tout. Je crois que je ne pourrais pas chanter une autre chanson ce soir. Tout simplement, on refuse. Voilà. Je
vous remercie beaucoup. Je l'ai vraiment saccagée, cette chanson. Mais elle est très belle. Voilà, merci infiniment. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de ne pas perdre la raison et surtout beaucoup de douceur. Voilà.